Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte assez dense, le chapitre 5 de l'essai Conscience, les veilles de la matière de Denis Baudouin. L'idée, c'est de voir comment l'auteur, lui, explique la construction de notre expérience, comment ce qu'on perçoit, ce qu'on garde en mémoire, façonne tout ça. C'est notre unique source pour cette discussion. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Le contexte, comment il influence la perception, la formation des souvenirs, et l'oubli aussi, évidemment. Puis, d'où viennent l'imagination, les rêves, comment on reconnaît les choses, comment on construit des modèles logiques, les pressentiments aussi. Et puis, le gros morceau, le contrôle volontaire. Et on finira sur comment l'expérience façonne nos actions, les séquences motrices. La question de fond, ce serait un peu notre présent, est-ce que c'est pas juste en permanence un reflet du passé? Bon, on commence. Alors, le point de départ, c'est la perception immédiate. Le texte pose une question qui paraît simple. Pourquoi une sensation passée laisse une trace? Comment ce qui vient de se passer affecte ce qu'on ressent là maintenant? Il utilise l'image d'une note de musique qui résonne encore un peu. L'idée que des neurones restent imprégnés. Oui, c'est ça. Et cette imprégnation, cette persistance, c'est ce que le texte appelle le contexte. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que ce n'est pas juste un écho passif, quoi. Chaque nouvelle info sensorielle qui arrive serait modifiée, colorée par cette trace des sensations juste avant. D'accord. Le point clé, c'est que selon cette vision, on n'expérimente jamais le présent à l'état pur, isolé. Ah oui, jamais. Ben non, chaque instant est déjà, disons, filtré par l'instant d'avant. C'est ça qui assurerait la fluidité, la continuité de notre expérience. Ça donne du relief, sinon ce serait peut-être juste une suite d'images sans lien. Hein? Chaotique peut-être. Voilà, chaotique, décousu. Ce contexte apporte la cohérence. Je vois. C'est fascinant cette idée qu'on vit toujours avec ce petit décalage, cette influence constante du passé immédiat. Mais alors, des souvenirs qui durent, ce qu'on peut rappeler bien plus tard? Comment le texte explique leur formation? Alors là, le modèle proposé est assez spécifique. Il imagine que certains neurones ne font pas partie de la perception directe, mais sont plutôt comme des observateurs. Ils écoutent l'activité sensorielle. Et parmi eux, certains, si l'info est assez intéressante, on peut imaginer un seuil de pertinence, d'intensité, vont décider de marquer le coup, de créer une trace. Une trace mnésique. Oui. Et pour chaque sensation, il y aura une configuration d'activation unique, une signature, comme dit le texte, un peu comme un code-barre neuronal pour chaque truc mémorable. Un code-barre neuronal. J'aime bien l'image, c'est parlant. Et le texte dit bien que ces neurones observateurs n'ont pas tous la même sensibilité, le même intérêt. Exactement. C'est ce qui expliquerait pourquoi, face à une même scène, on ne retient pas tous la même chose. Et aussi pourquoi un seul événement ne sature pas toute la mémoire. Logique. Et la répétition, ça joue un rôle. Ça renforce le code-barre. Tout à fait. La répétition consolide le chemin vers ce souvenir, le rend plus facile à réactiver. Et un autre point super important dans le texte, c'est que le souvenir n'est pas stocké en un seul bloc, comme un fichier. Il serait distribué. Distribué, c'est-à-dire? Éclaté en plein de petits fragments, répartis sur plein de neurones différents. Chacun détenant peut-être un bout, un aspect de l'expérience. Le souvenir complet, il émergerait quand tout ce réseau se réactive ensemble. D'accord, donc pas de centre de la mémoire unique. Mais alors, si c'est si dispersé, comment on oublie? Parce qu'on oublie tout le temps, hein. Est-ce que les neurones code-barres, ils s'effacent? Justement, la nuance apportée par le texte est là. L'hypothèse, c'est que ce ne sont pas forcément les neurones qui perdent l'info. Une fois marquée, l'info pourrait rester. L'oubli, ça viendrait plutôt de l'affaiblissement des connexions entre ces neurones. Des chemins synaptiques, quoi. Ah, les chemins d'accès. Voilà. Si on n'utilise pas ces chemins régulièrement, si on ne rappelle pas le souvenir, si on ne le réactive pas, ils deviennent moins boards, moins praticables. Le réseau est plus dur à allumer. Donc l'info serait peut-être toujours là, quelque part, mais la route pour y aller serait devenue... Une piste défoncée. C'est un peu l'idée, oui. Et ça pose la question, est-ce qu'on oublie vraiment définitivement? Le texte laisse entendre que, peut-être pas toujours. Il dit qu'une situation, un indice, peut soudainement raviver un truc qu'on croyait perdu, peut-être en réactivant ces vieux chemins ou en créant de nouveaux. C'est assez optimiste comme vision de la mémoire.
Oui, c'est intéressant cette idée de persistance. Bon, alors on a ce passé, stocké en fragments, avec des accès plus ou moins bons, et quand on n'est pas concentré sur l'extérieur, quand on laisse l'esprit vagabonder, quand on imagine des trucs, ou quand on rêve la nuit, ça vient d'où ça? Selon le texte, l'imagination, les rêveries, ce serait principalement une activation et une recombinaison de ces fragments de souvenirs. La grosse différence avec la perception, c'est que ça ne part pas d'une info sensorielle actuelle. Du coup, Hmm. Du coup, on peut mélanger n'importe quoi. les scénarios peuvent dépasser la logique, la réalité. On mélange des bouts d'expériences différentes, on crée des trucs impossibles. L'auteur dit même, un peu pour rigoler peut-être, que ça sert à échapper au manque de stimulation sensorielle. Genre quand on s'ennuie dans une réunion. Ah oui, le classique. C'est quand même fou de penser que notre capacité à imaginer, à créer des mondes intérieurs, ça repose sur ce jeu avec les échos du passé. Et le rêve, la nuit, c'est pareil que la rêverie éveillée. Le texte fait une petite distinction. Le rêve nocturne est décrit pas comme un truc totalement aléatoire, mais comme une suite de perceptions mémorisées, ces fragments qui s'enchaînent selon l'état d'activité des neurones à ce moment-là. D'accord? Donc, pas par hasard, mais selon l'état du cerveau endormi. C'est ça. L'enchaînement suit les connexions existantes, l'état chimique. Par contre, la mémorisation de ces rêves est souvent très mauvaise. Ah oui? Pourquoi? D'après l'auteur, deux raisons. Les fonctions supérieures du cerveau, conscience de soi, analyse, sont moins actives et les hormones du sommeil empêcheraient une bonne consolidation de la mémoire. D'où la difficulté à s'en souvenir le matin. On s'en souvient à peine, voire pas du tout. Exactement. Le texte donne même un petit truc. Utiliser l'écho immédiat au réveil, cette impression qui flotte encore, pour essayer de rafraîchir le rêve avant qu'il disparaisse avec le retour à la pleine conscience. Malin. Bon, revenons au monde éveillé. On a la perception, le contexte, la mémoire en fragments. Comment on passe de ça à l'identification? Ça, c'est une fleur, ça, c'est la voix de Paul. La reconnaissance, j'imagine. Absolument. La reconnaissance, c'est le pont. Le mécanisme décrit, c'est joie. Une impression arrive, odeur, son, forme. Des neurones spécialisés, qui ont déjà en mémoire la signature de cette impression, s'activent. Les neurones code-barres. Oui, cela. Leur activation spécifique déclenche une prise de conscience particulière associée à l'objet reconnu. Le texte utilise une analogie que je trouve super. Être dans une pièce bruyante, tout le monde parle, un brouhaha. Et soudain, quelqu'un dit votre nom, même pas fort, mais ping! Votre attention est captée. Vous allumez, comme dit le texte. C'est ça. C'est une excellente image, oui. Ça montre bien comment une info, qui sinon serait noyée, prend soudain une signification, une importance pour nous. C'est comme ça qu'une odeur devient cette fleur précise ou un son cette voix familière. C'est vraiment le mécanisme de base pour identifier, catégoriser notre environnement. Sans ça, le monde serait juste un flux d'infos sans sens. D'accord. Donc on reconnaît les éléments, mais on comprend aussi les liens entre eux. Cause à effet, similarité, séquence. Comment on passe à ça? Au modèle logique, plus abstrait? C'est l'étape d'après, et elle est fondamentale. Le texte suggère qu'à ce niveau, le cerveau peut un peu se détacher des sensations directes pour bosser sur les souvenirs activés, les représentations internes. Quand plusieurs souvenirs sont évoqués ensemble ou l'un après l'autre, les neurones qui les représentent créent de nouvelles connexions, mais cette fois entre ces souvenirs. Ah, des connexions de connexions en quelque sorte. Oui, et ces nouvelles liaisons ne codent plus juste une sensation, mais une relation. Séquence, d'abord ça, puis ça. Similarité, ça ressemble à ça. Cause, si je fais ça, alors ça, etc. On passe de la reconnaissance des briques à la compréhension du mur, quoi. C'est ça. Le texte parle d'un vrai changement de paradigme. On quitte le purement sensoriel, subjectif, pour construire des modèles plus objectifs, abstraits. L'esprit manipule l'essentiel des choses, les concepts, les règles. L'exemple donné est top. L'oiseau qui ne voit pas juste des brindilles et de la boue, mais qui voit un nid. Oui, le concept de nid. Voilà. Ces neurones ont lié les perceptions pour former ce concept unifié, ce schéma logique qui a un sens, une fonction. C'est puissant, hein, quand on y pense. Voir le nid, pas juste les brindilles. Carrément. Et si on élargit, c'est potentiellement là, d'après le texte, que naît la pensée abstraite, la compréhension des structures, des lois dans le monde. Et on voit que c'est encore le passé, les souvenirs, les associations apprises qui servent de matière première. Et cette capacité à voir les liens, ça nous mène au pressentiment, non? Comment on arrive à sentir un truc venir? L'explication proposée repose là-dessus. L'idée, c'est que, face à une situation, même des indices très discrets, parfois inconscients, activent ces schémas logiques appris.
Ah, quand il y a A et B, souvent, il se passe C. Les neurones activés par la reconnaissance de ces indices lancent une cascade qui favorise le scénario le plus probable, basé sur le passé. Et en même temps, les autres scénarios sont inhibés. Donc, le pressentiment, c'est une sorte de pari rapide basé sur l'expérience accumulée. Une prédiction? C'est l'analyse qui est faite, oui. Le pressentiment transforme la perception passive en anticipation active. C'est comme si le cerveau projetait des scénarios futurs à partir du présent et des schémas passés. Utile pour éviter les dangers ou saisir une opportunité, j'imagine? Exactement. C'est une forme d'intelligence prédictive, mais toujours ancrée dans l'expérience vécue. Ok, on a fait un bon tour, hein. Perception, mémoire, imagination, reconnaissance, logique, intuition. C'est assez complet. Mais il manque le passage à l'acte. Comment une pensée, une intention, genre «je veux prendre ce verre», devient un mouvement physique? Ah, le grand mystère, la connexion esprit-corps. Le texte là-dessus est très clair. Il dit que c'est encore impénétrable pour la science. Il admet qu'on ne sait pas vraiment. Ah bon? Il ne propose rien? Si, mais il présente ça comme une piste de réflexion, une hypothèse vraiment spéculative. Il dit qu'il se met à la place des protéines. Faut vraiment prendre ça avec des pincettes, hein. D'accord, on prend les pincettes. C'est quoi l'idée spéculative? L'idée, en gros, c'est et si une intention claire, précise, pas juste une envie vague, mais la décision d'agir, créer une signature spécifique, pas électrique ou chimique au sens habituel, mais peut-être dans le champ bioélectrique global du cerveau. Un champ bioélectrique. Ok, c'est un peu flou, mais admettons. Oui, c'est spéculatif. Ensuite, il imagine que des protéines spécifiques dans les neurones moteurs concernés pourraient reconnaître cette signature dans le champ et hop, cette reconnaissance déclencherait l'influx nerveux vers le muscle, sans passer par un signal neuronal classique en amont. Attends, l'intention agirait directement sur les protéines via ce champ Oura. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. L'intention égale le souffle sur la protéine domino qui lance toute la chaîne musculaire. C'est audacieux, ça essaye de relier mental et physique différemment. Mais, je le redis, c'est présenté comme une pure spéculation dans le texte. C'est peut-être le côté le plus science-fiction du chapitre. Compris. Idée intrigante mais hypothétique. Bon, mettons que l'action soit lancée par ce mécanisme ou un autre. Comment l'expérience vient ensuite polir nos gestes, nos habitudes? Dernier point, les séquences motrices, les heuristiques. Oui, là on revient à quelque chose de plus connu. L'apprentissage moteur et comportemental. Le mécanisme de base, c'est l'association et le renforcement. Chaque fois qu'on agit, le cerveau note situation, action, résultat. Si le résultat est bon, récompense, ou mauvais, erreur, le lien est renforcé ou ajusté. Et à force, ça devient automatique. Des habitudes, des compétences. Exactement. Ces liens situation-action-résultat se figent en réflexe, ou ce que le texte nomme des schémas dynamiques. Et c'est là qu'arrivent les heuristiques. Ici, les heuristiques, c'est comme des raccourcis, des petits programmes intuitifs gravés par l'expérience. Ils permettent d'agir vite et bien dans des situations connues, sans tout réanalyser. Nos routines, nos savoir-faire, comme faire du vélo ou taper sur un clavier. Tout à fait. Et ces heuristiques, une fois activées par une situation reconnue, elles déclenchent les séquences motrices, la coordination complexe, souvent inconsciente, des muscles pour faire l'action. Le texte souligne aussi que ce n'est pas figé. Si on fait une erreur, il prend l'exemple du musicien qui fait une fausse note, la correction est enregistrée et modifie le schéma pour la prochaine fois. C'est un ajustement constant. D'accord. Donc, pour résumer cette fin, l'intention, qu'elle soit mystérieuse ou pas dans son origine, se traduit en action via ces programmes appris, heuristiques, qui déclenchent des gestes coordonnés, séquences motrices, le tout étant constamment affiné par l'expérience. L'auteur parle d'une chorégraphie fluide et automatique. Quel parcours! De l'écho d'une sensation qui crée le contexte, au souvenir en fragments, à l'imagination qui joue avec, la reconnaissance qui donne du sens, la logique qui tisse des liens, l'intuition qui prédit, jusqu'à l'action volontaire un peu mystérieuse et l'apprentissage qui sculpte nos gestes. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? La vision d'une expérience qui n'est jamais juste une réception passive. C'est une construction permanente, dynamique, où tout perception, mémoire, logique, action est lié et ancré dans le vécu. C'est une excellente synthèse de cette perspective très riche, oui. Et pour laisser une dernière question en suspens, une question qui découle un peu de tout ça, si notre passé, nos souvenirs, nos schémas logiques, nos habitudes motrices façonnent si profondément, si continuellement notre présent, comment on perçoit, comment on raisonne, comment on agit, alors
quelle est la part réelle de nouveauté, de spontanéité pure dans nos pensées, nos actions quotidiennes? Est-ce qu'on ne fait pas surtout que réactiver, recombiner, ajuster des trucs déjà là, plutôt que de créer du vraiment neuf à partir de rien? Mhm. C'est une question sur notre liberté, notre créativité au jour le jour, vue à travers ce prisme de la conscience comme écho et reconstruction du passé. Une question vertigineuse, en effet, et peut-être un peu déstabilisante pour finir. Merci d'avoir suivi cette exploration du chapitre 5 de Conscience, l'éveil de la matière.